Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 24 juillet 2022. Oki-oe no Kiyomi. On répète. Oki-oe no Kiyomi. C'est en japonais. En fait, ça pourrait ressembler à du japonais. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai reçu aujourd'hui, de même que ce livre que je vous montre à l'écran. Tenez, je m'approche. Comme si je n'avais pas suffisamment assez de livres érotiques dans ma librairie. Il y a ce lecteur aguerri, J, ainsi que son frère, E accent aigu, les deux frères qui ont... On va régler d'abord l'affaire de Oki-oe no Kiyomi. Alors, je vous montre les idéogrammes. Alors, Oki-oe no Kiyomi. Et ici, ça veut dire printemps. Et que veut dire Oki-oe? C'est monde flottant. Alors, le monde flottant, c'est le monde du commerce sur l'eau, j'ai cru comprendre. Et no Kiyomi, c'est limite. Un peu extrême, peut-être. Et ici, les deux idéogrammes rouges représentent le printemps. Et la métaphore du printemps veut dire également le sexe. Sexe. Alors, l'action des péripatéticiennes japonaises consiste à vendre son printemps. Alors, J et accent aigu, je vais respecter leur intimité, surtout après m'avoir offert un tel ouvrage. Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il est en droite ligne avec cet autre amateur de Curiosa, l'homme aux 4000 Curiosa. Eh bien, il m'a offert ceci et c'est une brochure savante, érotique, évidemment. Mais je peux vous confesser aisément que pour ce qui est des images, je comprends absolument ce qui se passe. Tandis que le texte, eh bien, n'est pas du chinois, c'est du japonais. Je n'y comprends que goutte. Et il m'a fallu répéter à plusieurs reprises Oki-oe no Kiyomi. Et puis je suis pas sûr que la prononciation soit bonne, afin de pouvoir vous offrir, dans ma grandeur et dans ma générosité, cette première leçon de japonais. Et je partage tout de suite avec vous cette première leçon que j'ai reçue ce matin. Alors oui, l'idéogramme du printemps, une petite maison et une sorte de lampe encastrée dans ce qui pourrait être un lit. En fait, parce que les idéogrammes peuvent donner à rêver. Au fond, c'est le poète Henri Michaud qui les fabriquait lui-même. En fait, on pourrait se fabriquer soi-même ses propres idéogrammes. Alors donc, oui. Et il me rappelait, vous voyez, ça s'ouvre à l'envers, ainsi que les livres japonais sont conçus. Et il me disait, pour que je comprenne bien de quoi il en retourne, que ça se lit de la même manière qu'un manga. Je vais revenir sur J et E accent aigu, parce qu'il faut que je vous dise des petites choses sur eux, sans trop dévoiler de leur vie privée. Alors oui, pour me faire bien comprendre le mécanisme de la façon dont on ouvre un livre japonais, il y a le manga. Et dans cette nouvelle cuvée de Curiosa, j'ai eu également des mangas érotiques.
Mais très curieusement, moi, je ne suis pas capable. J'ai essayé à quelques reprises de lire des mangas et je n'y parviens pas. Il faut dire, j'ai été formé à l'école de Tintin et d'Astérix, donc pour moi, c'est un effort considérable. Et je dirais même que j'ai plus de facilité à lire Wittgenstein qu'à lire un manga, fut-il traduit en français. Mais cependant, alors je vous le montre, venez, les mangas érotiques, eh ben, je dois vous avouer que je comprends parfaitement ce qui se passe. Et je comprends même les textes, et même si le livre est à l'envers, je peux très 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 bien comprendre ce qui se passe. Alors, des mangas érotiques. Et oui, puis même à l'intérieur de ces mangas, il y a des numéros de téléphone qu'on peut utiliser afin d'avoir des rencontres SM sans tabou. Alors, voilà, voilà. Alors, évidemment, ce manga érotique, grosse envie, le mateur arrosé, vous voyez un peu le genre de quelle eau, de quelle eau il en retourne. Alors oui, les deux frères, maintenant, parlons un peu des deux frères, ont passé beaucoup d'années au Japon. Ils ont vécu, ils ont appris la langue, à un point tel que ils ont lu les grands classiques de la littérature japonaise. Et un des deux frères dit de l'autre que c'est un savant, que c'est un érudit. Le premier est capable de lire, pas Kawabata, Urakami. Il est capable de lire Urakami, mais il me disait, somme toute, Urakami, ça se lit plutôt aisément. Tandis que le second, plus, plus cultivé ou plus érudit, lui est capable de lire Mishima dans le texte. Et semble-t-il, c'est plutôt un exploit, car Mishima joue beaucoup sur la langue. Il utilise des signes anciens, archaïques, qu'on n'utilise plus dans la littérature moderne. En fait, c'est un travail à la fois sur la graphie, les idéogrammes, et c'est à la fois aussi un travail sur la langue elle-même, sans compter l'histoire, sans compter l'intrigue, sans compter également le jeu psychologique, les dialogues, les mises en scène. Et ça donne une littérature, à ce que j'ai cru comprendre, hyper sophistiquée, que même les Japonais, il faut être très lettré pour pouvoir se targuer de lire Yukio Mishima. Et semble-t-il, l'un des deux frères est tout à fait capable de cet exploit, ce dont je ne doute pas. Alors, ce sont deux hommes assez curieux, amoureux de la littérature, et ce sont deux frères, en tout cas, de ce que je peux observer, qui sont des frères amis, des frères qui ne sont pas en rivalité mimétique, des frères comme on souhaiterait avoir des frères. Alors, c'est assez formidable de voir le bien qu'ils disent de l'un et de l'autre dans le dos de l'un et de l'autre. Et j'aimerais bien que nous organisions une soirée où ils pourraient nous raconter leur périple, plus que le périple, parce qu'ils y ont vécu de nombreuses années au Japon. Et qui nous racontent à la fois les mœurs, qui sont très différentes des nôtres, à la fois la culture, qui est évidemment très différente des nôtres, le rapport au corps, le rapport à la propreté. Exemple, porter ses chaussures dans une maison, eh ben, c'est le comble de la saleté. C'est ramener la saleté de la rue dans des maisons ou dans des appartements qui sont immaculés. Avant de prendre leur bain, les Japonais se lavent, par exemple. Et ils le sont d'un raffinement, d'une finesse, d'une intelligence
qui nous fait paraître de bien fallots personnages un peu vaguement dégoûtants. Ce que j'ai cru comprendre. Et, je n'en dirai pas davantage. Je ne voudrais pas... mais je vais sans doute les inviter, les deux en duo, qu'ils nous racontent. Je pense que ça pourrait être une belle soirée à l'atelier librairie. Et on pourrait filmer ça, si le cœur leur en dit. Qu'ils nous expliquent. Parce que c'est pas si... Un des deux, je lui disais à la fois mon étonnement, à la fois mon admiration, de leur expérience nippone, de ce qu'ils en ont rapporté, de cette expérience initiatique culturelle également, parce qu'ils se sont vraiment... C'est pas un voyage de tourisme qu'ils ont fait, ils se sont vraiment intégrés d'une certaine manière à la société japonaise, et à être capable, même l'un des deux frères, J, me disait que son autre frère avait lu le grand historien japonais qui aurait fait une histoire du Japon médiéval, peut-être que j'extrapole, en 15 tomes, et qu'il aurait lu tout ça. Alors, c'est pas anecdotique, je leur disais donc que franchement, moi, je n'avais jamais rencontré de Québécois qui était capable de lire Mishima dans le texte et qui était capable d'en parler intelligemment. Alors, très admiratif de ses exploits intellectuels et existentiels. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre une langue. Dans leur cas, ils ont même réussi à décrypter les arcanes les plus secrètes et les plus sophistiquées de l'esprit japonais. Ce qui est un exploit intellectuel, à mon sens. Alors, je tenais, dans cette petite vidéo, à leur rendre hommage. Quant à la fameuse bibliothèque, alors rendez-vous a été pris dans les prochains jours, probablement mardi, pour retourner maintenant avec un bagage de connaissances supplémentaires. Il y a des auteurs, j'ai pris des notes, et je vais sans doute poursuivre cette lancée sous l'égide de ce personnage ambigu, violent, malpropre, intempestif, qu'est Eros. Et dans ce contexte un peu de morbide, mortifère, dans lequel nous sommes, lugubre, mais sans ascétisme, lugubre, sans retenue, sans jansénisme même. Une sorte de nihilisme bienveillant, aurais-je envie de dire. Mais hier, je crains fort m'être un peu avancé en disant qu'au fond, nous vivions dans une époque néo-victorienne. En fait, il aurait mieux valu que je dise que nous vivons dans une époque où, évidemment, le romantisme serait l'apanage d'esprits dépassés, sinon rétrograde, mais je dirais plutôt dans un mode relationnel contractuel. Et où les dernières pages, par exemple, des choses humaines de Karine Thuil, où le jeune garçon est accusé et condamné d'avoir abusé d'une jeune femme. Et finalement, il y a une famille bourgeoise. Le père est un animateur télévision sur le déclin, mais qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Et plus tard, il retourne aux États-Unis où il fonde une agence de rencontres et où toute la procédure de mise en place de relations incluant les relations sexuelles dans les moindres détails. Alors, est-ce que
Est-ce que la personne aime les attouchements avec les doigts? Est-ce que la personne pratique l'amour oral? Est-ce que la personne aime les poils? Est-ce que la personne aime les gens qui ne se lavent pas? Et tout est... Et le match, et finalement, bon, il réussit dans sa propre compagnie à rencontrer quelqu'un, mais il avait oublié un petit détail, et ben, le contrat est rompu, et la relation, la dame quitte, quitte la pièce où ils avaient commencé tous les deux à batifoler. Alors oui, et le contractuel, hein, on l'entend dans le langage courant, gérer ses relations, gérer ses émotions, s'investir dans une relation. Tout le langage managérial est enchâssé d'une certaine manière. Alors oui, peut-être gérer en parlant de... Mais peut-être qu'il y a un lien aussi entre le néo-victorianisme et le monde des affaires. Peut-être qu'il y a un lien entre une forme de protestantisme hyper calculateur avec une gestion du désir. Peut-être. Mais assurément, il n'y a rien de bienveillant dans tout ça. C'est quelque chose. Et la question de la gestation, dis-je, ce qui m'amène à vous parler de la gestation, la loi, par exemple, qui peut permettre à une femme d'accueillir le fœtus d'un autre couple, les mères porteuses, qui deviennent... c'est une autre marchandisation, autrement, du ventre des femmes. Alors la marchandisation, au fond, ça serait plus ça qu'il aurait fallu dire. Peut-être une marchandisation de type néo-victorien. Voilà. Mais parfois, je m'avance sans filet et après, m'arrive de réfléchir lorsque la caméra est éteinte et d'en arriver à me dire j'ai pensé ça, j'ai cru ça, j'ai réfléchi à ça, mais peut-être je m'étais avancé trop hardiment ou peut-être j'avais avancé mes pions de manière imprudente. Alors, je vous sais très curieux. Alors, je vais vous montrer encore d'autres livres. Voilà. Je suis devenu une sorte d'exhibitionniste de livres. Je ne crois pas encourir de grands risques en vous montrant des pages couvertures de livres. Évidemment, toute ma section BD érotique que j'ai mis, les livres, je les ai mis dans une bibliothèque roulante. Je ne pouvais pas partager sur ma page Facebook les couvertures, évidemment. J'aurais été encore pénalisé, sans doute sur une assez longue durée, puisque je suis un récidiviste. Par contre, j'ai photographié la bibliothèque au complet. Et évidemment, les algos n'y ont vu que du feu. Alors, vous voyez, on peut mettre... Les dos sont mutiques. Les dos ne disent rien. Alors, on peut remplir une bibliothèque d'ouvrages pornographiques, presque dans certains cas, et les algos n'y voient que du feu. On photographie la bibliothèque, aucun problème. On photographie de face un seul ouvrage, et hop, le banc des pénalités. Je deviens prudent et je deviens rusé. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns encore. Ah, voilà. On a une sorte de cohérence. On va mettre ça ici. Alors, en voici un. De Tsunoe Watanabe et Junichi Iwata. La voix des éphèbes. Histoire au singulier et histoire au pluriel des homosexualités au Japon. Et ce sont des peintures de Shunga de Miyakawa Shoshun. Et c'est publié dans la collection Sexualité orientale.
l'amour des théâtres, l'amour des garçons dans le théâtre, l'amour des théâtres dans le garçon, décidément. Rien ne va plus. L'amour des garçons dans le théâtre. Alors, et c'est abondamment illustré, mais les, les dessins me semblent étonnamment pudiques. J'aurais envie de dire, on a vu des choses autrement plus costaudes. Albertine Sarrazin, bifton prison. Elle a été condamnée. Alors, Albertine Sarrazin, j'imagine que c'est son ouais, ça semble assez costaud. Charles Duit, La salive des éléphants, suivi de Les Miférables. C'est publié chez Joël Losfeld, qui est la fille d'Éric, éditeur sulfureux s'il en est, qui a écrit ses mémoires, Endetté comme une mule. C'était très amusant. Alors, ce qu'on y lit en quatrième, le narrateur vit avec deux femmes durant des roses et visite très fréquemment la fameuse et dangereuse Mademoiselle Chang, celle qui a une salive d'éléphant. Des scènes d'amour prises sur le vif, où le lecteur est sans cesse sollicité dans l'extase, alternent avec des digressions originales de Charles Duit sur l'écriture, les écrivains, l'érotisme et le corps. On y trouve juste le premier paragraphe. Vous allez connaître ce soir, dit le docteur Kama Devaputra, l'aspect sexuel de Dieu, la grande suavité, comme l'appelle Chang, ou comme nous l'appelons nous, la salive de l'éléphant, est une pommade inconnue de la pharmacopée occidentale et qui produit sur la sensibilité des effets spécifiques. Avant de vous en induire, il est nécessaire que je vous décrive ces effets et surtout, ajoute-t-il en se penchant vers moi, que je vous mette en garde contre les dangers possibles de l'expérience. Pierre-Louis, Archipel, avec un jour, la femme dans la poésie arabe. Si l'on demandait à un lecteur occidental comment il se représente l'héroïne d'un poème arabe où il est parlé d'amour, j'imagine que le lecteur serait d'abord surpris de s'entendre interroger sur le cours élémentaire de ses connaissances générales, qu'ensuite est pressé de répondre, il décrirait sommairement la silhouette d'une jeune femme, âgée de 25 ans, vêtue de 8 robes impénétrables, recluse dans un harem aussi fortifié qu'une prison, et traitée comme une esclave. Or, ce portrait serait justement à l'opposé de l'exactitude et presque le plus faux que l'on put offrir. En premier lieu, parce qu'à 25 ans, une femme arabe est plusieurs fois grand-mère et ne saurait plus, du moins physiquement, inspirer les poètes lyriques. Arrêtons-nous dès le début sur cette question d'âge où nous trouverons la clé de toute poésie orientale. Frédérica Fenot-Labatte, l'infante. Alors, Fenot-Labatte est née en Tunisie. Elle a étudié la littérature à l'université. Alors, je ne sais trop ce que c'est. Ouais, je ne la connais absolument pas. Mais je suis trop jolie pour rester longtemps seule dans la rue,
Un gros mâle noir vient me séduire, car voici qu'est arrivée justement la période des amours. Et je m'en vais quelques jours avec lui, mener ma vie de chatte. Alors je pense que c'est l'histoire d'une chatte, d'un félin. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Quoi de neuf, Federico? Dessin de Fellini. Alors, attendez, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir l'univers passablement débridé de cet immense cinéaste italien. Alors, ouais. Encore Pierre-Louis, l'homme de pourpre. Je vous le montre. Luigi de Calabre, Evelino, aux éditions du Berger. Alors ça, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je vais quand même consulter mon pot vert, voir ce qu'il en dit. Et ouais. Ouais, d'accord. Les aventures du roi Pozole de Pierre-Louis toujours, qui est quand même le grand érotomane en chef. Ici, nouvelle de l'Hérosphère. Bon, d'Emmanuel Arsan, on connaît Emmanuel Arsan, l'auteur d'Histoire d'eau. Nouvelle de l'Hérosphère, illustration de Bertrand, qui est un dessinateur qui a beaucoup publié dans la revue Planète. Alors, le premier chapitre s'appelle Amazogénèse. Amazonogénèse. Ah, ouais, la même chose. La petite mort, anthologie érotique de littérature fantastique. Alors, oui, ce sont en tout cas Ruth Rendell, Cliff Barker, Joyce Carol Oates. Alors, on devine bien que c'est un recueil, peut-être d'auteurs américains. Ouais, il n'y a que des Américains dans le lot. Ils peuvent, quand ils se déchaînent, les Américains, ils se déchaînent. Et je conclus là-dessus l'art du quickie, l'art du petit coup, vite fait, bien fait. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bref, on comprendra ici qu'il y a quelque chose de paradoxal. Lire un livre en entier pour faire ça le plus vite possible m'apparaît assez incongru. Mais bon, j'imagine que c'est un excellent cadeau à offrir à Noël, à la Noël par exemple. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Sans doute, depuis quelques jours, sous le haut patronage d'Henri Miller, ces vidéos prennent une tangente insoupçonnée et inédite. Je suis moi-même surpris que tout à coup apparaisse ce personnage trouble qui met la discorde, qui met également l'émoi, qui met le trouble dans les cœurs, dans les chairs, dans les esprits, ce personnage ambigu qu'est Eros. Mais peut-être c'est salutaire aussi. Qu'Eros lutte à la fois contre la droite nauséeuse, moralisatrice, fantasmant sur le retour du grand homme, ou cette gauche pudibonde, chichiteuse, un peu pas très joyeuse. Et peut-être que la réponse à ces extrêmes fort ennuyeux pourrait être une sorte de dégagement à la fois du corps, de l'esprit,
de la chair, de la poésie érotique, la poésie libertine. Peut-être le libertinage littéraire, le libertinage de l'esprit, de l'imagination, peut embraser le corps et le corps embrasé peut-être des millions de corps embrasés, des milliers peut-être, en tout cas peut-être pas des millions, mais des milliers. Peut-être que des gens qui redeviennent pleinement vivants peuvent mettre à mal à la fois cette société moralisatrice, calculatrice, marchande, ennuyeuse, prévisible. Et peut-être chacune d'entre nous aurait tout intérêt à se plonger dans cette bibliothèque roborative. Voilà. À demain.